Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. C'était il y a quasiment un an, jour pour jour. Les regards du monde entier se tournaient vers Notre-Dame de Paris. La cathédrale éventrée par un terrible incendie 5 ans plus tôt venait alors de renaître de ses cendres. Les touristes ont-ils répondu présents après sa réouverture et pourquoi faut-il encore récolter près de 150 millions d'euros? La réponse à ces questions dans un court instant. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec cette pièce de théâtre de Tressillette. C'est la première fois qu'elle est adaptée en France dans une version totalement saisissante au Théâtre de l'Œuvre. Killer Joe raconte l'histoire d'un homme prêt à tuer sa mère pour sauver sa peau. Âme sensible, s'abstenir. Et enfin, nous conclurons cette émission avec votre chronique hebdomadaire. Par ici, les sorties portées aujourd'hui par Bernard Babkin, journaliste culture à Madame Figaro. Il nous donnera ses recommandations pour le week-end. Et aujourd'hui, on vous emmène dans la cage aux folles. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Charles Jégu, bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro Magazine. Vous co-signez avec Emanuele Scorcelletti cette magnifique couverture consacrée au premier anniversaire de la réouverture de Notre-Dame. Soyez le bienvenu autour de cette table. Sylvie Breton, vous êtes la directrice générale de la Fondation Notre-Dame. Soyez également la bienvenue autour de cette table. Et enfin, Linda Lenné, vous occupez la fonction de rédactrice en chef de l'éco-touristique et vous êtes avec Jean Viard, la co-autrice de cet ouvrage intitulé « Quand le tourisme s'éveillera ». C'est aux éditions de l'Aube. Soyez la bienvenue également dans cette émission. Je disais tout à l'heure en introduction, ça fait quasiment un an jour pour jour que Notre-Dame de Paris a réouvert ses portes. Je vais vous poser déjà une question très personnelle, si vous me le permettez. Que représente ce premier anniversaire pour vous ? Beaucoup d'émotions. Vraiment, oui. Beaucoup d'émotions puisque nous voyons, nos bureaux à la Fondation Notre-Dame sont situés juste en face du parvis et nous voyons vraiment des flux de visiteurs massifs depuis la réouverture. La cathédrale a commencé à être revisitée au niveau de ses extérieurs courant 2023. Oui. Mais c'est vrai qu'on voyait des conférenciers qui expliquaient vraiment, notamment le portail, des touristes qui s'installaient sur les gradins, sur le parvis. Mais depuis la réouverture, il se passe vraiment autre chose. Et c'est vraiment toute la journée qu'on voit des visiteurs, alors en fonction des jours, de la saison, des fêtes qu'il peut y avoir, évidemment. Et en ce moment, un mardi matin, il fait froid, il y a peu de monde, mais il se passe vraiment des choses extraordinaires dès l'extérieur. Et à l'intérieur, si vous demandez aux prêtres qui sont là toute la journée, qui célèbrent, ils vous disent qu'il se vit aussi des choses extraordinaires à Notre-Dame, avec des gens qui demandent le baptême parce qu'ils sont touchés par une statue, par une chapelle, par une célébration, des gens qui viennent se confesser. Au moment de partir, ils ne l'ont pas fait depuis 30 ans. Enfin, c'est incroyable, tout simplement. Cette émotion dont parle Sylvie Breton, c'est aussi ce que vous retenez, vous, à titre personnel, Charles Jégu, de cette première année ? Oui, bien sûr, parce que je n'avais pas visité la cathédrale, je l'ai fait pour ce reportage. Oui. Et c'est un moment très émouvant, vraiment. On est saisi parce que c'est une cathédrale qui a 850 ans d'âge, qui a failli mourir plusieurs fois, mais notamment il y a 5 ans, et 6 ans maintenant. Et quand on entre dans cette cathédrale, on est tellement impressionné par la beauté de l'endroit. C'était une vieille dame, tout à fait respectable, avec beaucoup de charme, mais c'est devenu un endroit rayonnant. Et je crois que les visiteurs il y a bien sûr les fidèles, mais il y a les visiteurs, il y a tous les Français qui veulent découvrir cette cathédrale, qui connaissent de loin, mais qui ont eu envie de voir en vrai, et qui viennent aussi beaucoup, pas seulement les étrangers. Donc tous ces gens sont vraiment saisis d'émotion. Moi, l'une des personnes de la sécurité à qui j'ai parlé, je lui demandais un peu quelles étaient ses impressions, me disait qu'il voyait des gens essuyer des larmes. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très touchant, de très fort quand on entre dans cette cathédrale. Donc oui, un an, c'est une année importante. Et toute cette émotion vraiment qui saisit les visiteurs de cette cathédrale, on va y revenir tout au long de cette émission, mais je vous pose cette même question à vous aussi, Linda Lenné. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce premier anniversaire ?
Pour moi, c'est un an de renaissance. Ouais. Vous l'avez bien exprimé. C'est vrai que la cathédrale a été très bien restaurée. Et au moment de l'incendie, il y avait aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse. Et le pari de la reconstruction paraissait presque inatteignable. La durée de 5 ans de travaux, inaccessible. Et finalement, c'est comme un miracle. 5 ans plus tard, elle a pu réouvrir en temps et en heure. Et c'est vrai que le premier regard qu'on porte à l'intérieur, il est chargé d'émotions parce que moi, personnellement, j'avais le souvenir d'une Notre-Dame assez austère, assez grise. Et en fait, lorsqu'on rentre à l'intérieur, la pierre est blonde, elle a été parfaitement nettoyée, les vitraux sont magnifiques. On a également des lustres qui sont un brin versaillais, mais qui permettent justement d'éclairer la beauté gothique. Et c'est vrai qu'elle rayonne. Je pense que c'est la lumière qui est la plus palpable quand on rentre à l'intérieur. Et finalement, ça adoucit également le spectacle du passé, le spectacle des flammes. Et on découvre finalement Notre-Dame ressuscitée et beaucoup plus belle qu'avant. Et c'était en décembre 2024 que nous découvrions ensemble, d'ailleurs aussi sur le Figaro TV, ces toutes premières images de Notre-Dame ressuscitée. C'était un moment bien évidemment chargé d'émotions, mais aussi festif, que je vous propose de revivre tout de suite. Je m'écriais, mon âme, oh mon âme. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet. Voilà pour ces quelques images que l'on vous propose là tout de suite sur le Figaro TV. C'est vrai que c'est un moment chargé d'émotions. Mesdames, vous y étiez sur place justement au moment où ces images ont été tournées. Sylvie Bretonne, quel souvenir en gardez-vous ? Beaucoup d'émotions, même si j'ai pu effectivement même rentrer quelques jours préalablement au moment de la visite du président de la République. Donc j'avais déjà vu cette cathédrale déjà restaurée avec cette grande croix glorieuse qui illumine et qui transcende tout. L'émotion au moment de l'applaudissement très très marqué des pompiers, l'émotion au moment où toutes les paroisses ont pu défiler avec un emblème qui les représentait. L'émotion le dimanche, bien sûr, au moment où Monseigneur Ulrich a pu consacrer l'autel. Donc énormément de moments très divers, en fait, qui sont à la fois religieux, mais aussi plus laïques, plus républicains, qui ont marqué ces 2 jours de réouverture. Et vous, Linda Lenné, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie ? J'ai 3 souvenirs. Le premier, c'est effectivement l'ovation aux pompiers. En plus, on était juste à côté d'eux. Et c'était effectivement un moment vraiment fort de reconnaissance. Ensuite, l'orgue. Les premiers sons de l'orgue, parce que là, ça symbolisait effectivement la renaissance, encore une fois, de Notre-Dame de Paris. Et puis, pour moi, c'était aussi un moment de partage universel, puisqu'il y avait toutes les caméras qui étaient braquées sur Notre-Dame, au même titre que pendant les JO. En fait, toutes les télés étaient braquées sur les JO. Oui, le monde avait rendez-vous avec cette soirée-là. Et d'ailleurs, il y avait 2500 personnes. Il y avait de très nombreux journalistes. Et il y avait également des chefs d'État et de gouvernement. Il y avait quand même Trump, il y avait Elon Musk. En fait, les grands puissants de ce monde étaient là. Il y avait également Volodymyr Zelensky, il y avait Emmanuel Macron. Et donc, c'était aussi l'occasion pour la France et pour le président de la République de faire du soft power. C'est-à-dire d'incarner un moment clé dans l'histoire et dans le patrimoine français, pour montrer que finalement, malgré les épreuves, on peut faire preuve de résilience et on peut se relever. Alors ça, c'était en décembre 2024. Et je voudrais maintenant, avec vous, Charles Jégu, qu'on prenne des nouvelles de cet édifice aujourd'hui. Que s'est-il vraiment passé au cours des 12 derniers mois ? Quels ont été les temps forts de Notre-Dame de Paris au cours de cette dernière année ?
Alors, vous me posez une colle. Les temps forts, j'ai plus en tête. Vous voudrez peut-être, si vous avez en tête. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement la réouverture des portes. En vérité, le temps fort aussi, si je Non, bien sûr. Parce que je cherchais les messes, en fait. Et il y a eu, par exemple, la messe pour le 15 novembre, en souvenir des attentats. Oui, absolument. C'était un moment très fort. Oui. Mais les temps forts, c'est surtout la mise en place de ce circuit de visite qui s'est fait un peu au fil de l'eau, parce que d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas eu de répétition. Ouais. Il a fallu, au fond, toutes les équipes de la cathédrale se sont adaptées à une influence dont ils se doutaient qu'elle serait importante, mais qui a été finalement encore plus importante que celle qu'ils avaient prévue. Donc ça crée une pression sur les entrées, la régulation du nombre de personnes qui peuvent être dans la cathédrale en même temps, le soin qu'il faut accorder au maintien d'une atmosphère de prière, au respect des fidèles qui sont dans la nef. Tout ça, ça a supposé de très nombreux réglages, et je pense que ça s'est fait au fil des mois et finalement de manière très réussie, d'après ce que j'ai pu voir un an plus tard. Alors, il y a eu peut-être quelques plâtres qui ont été essuyés. Ouais. Alors, la Fondation Notre-Dame, en fait, a beaucoup collecté, puisque nous avons été le premier financeur de cette restauration. 358 millions d'euros apportés pour la restauration sur les 850 et plus de 60 000 donateurs. Et nous avons participé à l'organisation des messes de réouverture. Et c'est vrai que c'était une première, la messe pour les donateurs dans la semaine qui a suivi la réouverture, que nous avons complètement portée. On voyait bien qu'il fallait refaire partir, j'allais dire, le paquebot cathédrale. Mais effectivement, les équipes sont très très vite montées en puissance, et nous organisons donc régulièrement des concerts pour les donateurs de la Fondation Notre-Dame, et on a tout de suite vu que quelques mois plus tard, tout ça était devenu extrêmement fluide. Et ce qui a marqué aussi toute cette année, c'est la reprise de toute cette vie liturgique. Et cette procession notamment du 15 août dernier, aussi, qui a rassemblé dans les rues de l'île de la Cité 3400 fidèles quand même. Ça a été aussi un grand moment, effectivement. Peut-être d'ailleurs l'image la plus éclatante de la résurrection de Notre-Dame de Paris. Elle se vit aussi à l'extérieur, sur le parvis, c'est pour ça qu'effectivement elle est très visible. Ouais. Absolument. Et avec vous, Linda Lenné, je voulais aussi vous apporter ce chiffre que vous connaissez par cœur, bien évidemment. C'est ces 11 millions de touristes qui ont franchi les portes de Notre-Dame au cours des 12 derniers mois. Quel regard vous portez sur cet engouement populaire ? On pouvait s'y attendre ? Alors, on pouvait s'y attendre. Et d'ailleurs, avant la réouverture, Notre-Dame avait escompté 15 millions de visiteurs. Alors c'est quoi, c'est une déception, 11 millions ? Alors ce n'est pas tout à fait une déception, ce n'en est pas une d'ailleurs, puisque au cours de l'année, il a été décidé de mettre en place une jauge, de manière à ce que la visite soit relativement apaisée. Et je pense que cette régulation, elle a mûri au fil des mois, tout simplement parce que l'historique était un petit peu biaisé. Je m'explique. Si on regarde les bilans qui ont précédé l'incendie, en 2013, Notre-Dame aurait accueilli 14 millions de visiteurs. Et donc j'en ai parlé avec les responsables de la cathédrale, et qui m'ont dit, en fait, ce chiffre-là était probablement erroné, puisqu'on intégrait également les personnes qui étaient sur le parvis. Ah oui. Voilà. Et donc, on n'a jamais eu de chiffres vraiment fiables. Et là, c'est la première année, finalement, où on a un système comptable de l'affluence. Et au cours de l'année, la cathédrale s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas accueillir 15 millions de personnes. Donc, il y a une jauge qui a été mise en place. Ça veut dire que chaque jour, il y a 30 à 35 000 personnes qui entrent à l'intérieur. Pour la gestion des flux, comme vous le savez, il y a un système de réservation optionnel qui a été mis en place. Et aujourd'hui, on sait qu'un quart des visiteurs passent par ce système de réservation. Donc, autrement dit, les 3/4 viennent librement. Ils vont patienter un peu sur le parvis, 15 minutes, 20 minutes, mais ensuite, ils vont rentrer dans le respect de cette jauge qui est mise en place à la fois pour des raisons de sécurité, mais également pour que, justement, on n'ait pas le sentiment d'être dans le métro. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de sécurité, parce qu'il paraît, et je parle sous votre contrôle, Charles Jégu, que ce parvis de Notre-Dame est l'endroit le plus surveillé de France après l'Élysée, c'est vrai ?
C'est ce que m'a dit la brigade de la préfecture que j'ai croisée sur le parvis, avec qui j'ai eu une petite conversation impromptue. Et d'abord, ils m'ont montré 2-3 policiers en civil qui étaient au milieu de la foule. Ils m'ont montré les caméras qui, de toute façon, on est devant la préfecture. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ça facilite la. On ne peut pas être plus proche des forces de l'ordre, en théorie. À moins que vous soyez dans le commissariat, mais la cathédrale n'a pas été reconstruite à l'intérieur. C'est vrai que, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit il y a 2 endroits qui sont complètement quadrillés. C'est l'Élysée, bien sûr, sans doute le ministère de l'Intérieur, et puis le parvis de Notre-Dame. Et ils m'ont dit un voleur à la tire qui veut tenter sa chance au bout de quelques minutes. C'est pas forcément le bon endroit. C'est pas le bon endroit. Il vaut mieux aller ailleurs, en effet. Enfin, il vaut mieux pas y aller du tout, d'ailleurs. C'est vrai, Sylvie Bretonne, je voulais aussi vous poser cette question au niveau des touristes et des visiteurs qui arrivent sur le parvis de Notre-Dame depuis ces 12 derniers mois. J'ai le sentiment, et encore je parle sous votre contrôle, que la nature des visiteurs a un peu changé. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez parfois des touristes qui passaient par Notre-Dame parce que derrière, ils allaient aller au Louvre et aller dans d'autres musées parisiens, peut-être. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a aussi beaucoup de pèlerins qui viennent, que Notre-Dame est véritablement devenue un lieu de pèlerinage, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Tout à fait, avec une vraie dévotion à la Vierge Marie. Et alors, avant l'incendie, bien sûr, Notre-Dame était déjà un incontournable, mais depuis la réouverture, effectivement, il y a un mouvement très important de demande pour ces pèlerinages. Il y a eu plus de 600 pèlerinages qui ont été organisés l'an dernier et ce chiffre va croissant. Systématiquement. Avec notamment pour aussi des questions d'organisation, des besoins d'accueil de ces pèlerins qui ne sont pas encore réalisés, qui font partie des projets à venir dans le futur, donc un centre d'accueil pour les pèlerins et les visiteurs. On a aussi dans les projets à venir pour un meilleur accueil de la cathédrale, un centre d'accueil pour les bénévoles. Il y a presque 500 bénévoles aujourd'hui qui accueillent les visiteurs à la cathédrale. Il faut nous aussi, enfin plutôt le diocèse, que le diocèse puisse accueillir les bénévoles pour des raisons de logistique et de flux, là encore. Charles Jégu, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, en fait, c'est une des choses, effectivement, ça m'a frappé en étant sur place, c'est qu'il y a évidemment une attraction touristique patrimoniale, parce que voilà, c'est l'histoire d'un bâtiment et d'un édifice architecturalement exceptionnel, mais il y a ce phénomène des pèlerinages qui n'existait pas vraiment avant et qui s'est réinventé, s'est trouvé en fait une destination nouvelle. À cause de la dramatisation autour de cet incendie. C'est un incendie qui a failli en finir avec la cathédrale elle-même, et cette dramatisation a touché notamment le cœur des fidèles. Je pense que ça a beaucoup joué dans un attachement nouveau pour la cathédrale. Et en plus, évidemment, comme la restauration est très réussie, vous avez parlé de la lumière, et c'est vrai que l'évêché a fait un travail d'éclairage extrêmement fin, très très joli, et qui est donc très propice y compris aux conversions éventuelles, ou en tout cas au recueillement et à la prière. On va en parler de ces conversions, effectivement, dont vous parlez aussi dans cet article que vous signez dans le Figaro Magazine. Je voulais quand même vous poser cette question au sujet des 11 millions de visiteurs. Est-ce qu'on connaît la nature de ces personnes ? Est-ce que ce sont essentiellement effectivement des touristes, des pèlerins ? Et de quels endroits du monde viennent-ils ? Très bonne question. Merci. En fait, on a peu d'informations sur ces visiteurs. On en a quelques-unes, mais ce sont des tendances vraiment larges. A priori, aujourd'hui, il y a environ la moitié des visiteurs qui sont français, donc, des 4 coins de la France, la moitié qui sont étrangers et qui viennent des pays qui attirent naturellement Paris, l'Île-de-France. Donc ce sont des Européens proches, des Allemands, des Anglais, des Belges, des Espagnols. Il y a également des visiteurs plus lointains qui viennent des États-Unis ou du Brésil. Il suffit de se promener sur le parvis pour entendre la multitude de langues. Et puis sinon, on a très peu d'informations parce qu'encore une fois, on n'a pas d'études auprès des personnes qui viennent sur place. A priori, même s'il y a effectivement un élan des fidèles, et les pèlerinages sont nouveaux cette année, vous le disiez à l'instant, la majorité quand même des visiteurs sont des visiteurs touristiques.
Et à l'intérieur, d'ailleurs, quand vous rentrez, vous voyez beaucoup de monde et une forêt de téléphones portables dressés pour prendre la photo qui sera ensuite Instagrammée. Absolument. Donc, on a quand même une majorité, et Notre-Dame le reconnaît, de visiteurs touristiques qui viennent parce qu'il y a eu la dramatisation de l'incendie et parce qu'ils sont amateurs d'architecture, de patrimoine, d'histoire. Et puis, bien sûr, il y a aussi des fidèles qui viennent pour les messes. Beaucoup de fidèles, malgré toutes les polémiques qu'il a pu y avoir avant la reconstruction. Souvenez-vous, on en a aussi parlé sur ce plateau, ce mobilier liturgique très moderne qui a fait beaucoup parler, ce baptistère en bronze notamment de Guillaume Bardet, je parle également de l'autel qui a été vivement critiqué. Finalement, ces polémiques se sont évaporées aussi vite qu'elles sont apparues? Je le crois. Oui, vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus aujourd'hui. À l'époque, souvenez-vous, il y avait des vrais débats sur ce mobilier liturgique. Alors on va parler aussi des vitraux qui, quand même, aujourd'hui sont encore dans l'actualité. Mais ce mobilier liturgique, finalement... Notre-Dame n'a cessé en fait d'évoluer au cours des siècles. Quand on prend la première cathédrale Notre-Dame, elle n'avait pas les chapelles extérieures. Les chapelles sont venues ensuite. Viollet-le-Duc a ajouté la flèche. Donc Notre-Dame n'a jamais cessé d'évoluer. Il est bien normal que... tout simplement, au moment de cette restauration, il y ait aussi une entrée de l'art contemporain, contemporain étant entendu comme de notre époque, tout simplement. Vous n'êtes pas opposé aux vitraux modernes? Je voulais vous poser cette question. Moi, je n'ai pas d'avis à donner sur ce sujet, mais en tout cas, je comprends tout à fait que la cathédrale continue d'évoluer. Tout simplement parce que c'est son histoire. Ouais. Cette cathédrale aussi, pour celles et ceux qui peut-être habitent loin de l'Île-de-France et qui n'ont pas forcément l'habitude de rentrer dans cet édifice, qui peut-être n'y sont jamais rentrés, est-ce qu'elle est foncièrement différente de celle que l'on a connue avant l'incendie, où vraiment on a quand même une base qui est reconnaissable? Je la trouve quand même très différente, différente d'aspect. C'est cette luminosité qui est différente. On l'a commenté tous. On passe du noir et blanc à la couleur. En fait. Elle est beaucoup plus lumineuse, on le voit sur ces images. Et donc, je pense que c'est ça, mais c'est une différence très importante dans l'atmosphère. Et ça permet de voir les piliers, les voûtes. Auxquels on faisait moins attention auparavant. Et je pense que le mobilier est une réussite. Et c'est vrai que moi, j'avais vu ces polémiques. C'est toujours difficile de se rendre compte sur photo de la réussite d'une proposition de meubles ou de l'hôtel ou d'ambon ou de baptistère. Mais là, au fond, c'est très bien parce que c'est finalement, ça se fond dans... c'est un mobilier qui s'efface pour laisser voir la cathédrale elle-même, le bâti, cette pierre, cette couleur de pierre. C'est d'abord ça qu'on voit. Et le mobilier, je trouve, est un signal contemporain, mais qui reste très, très humble. Et à aucun moment, cette modernité ne choque les touristes qui rentrent à l'intérieur de la cathédrale. On est d'accord. Aujourd'hui, ce n'est plus effectivement une question. Alors après l'incendie, vous l'avez rappelé, on a assisté à un élan de solidarité assez invraisemblable. Les chiffres donnent le vertige. 846 millions d'euros, 340 000 donateurs, dont une large partie, évidemment, de la somme venant des plus grosses fortunes de France. Encore aujourd'hui, vous êtes étonné par cet élan de générosité? Écoutez, on n'avait jamais vu ça en France, en tout cas. Et nous espérons continuer à avoir un élan de générosité pour les travaux qui restent encore à faire au niveau de la cathédrale, que ce soit pour la restauration ou bien pour la suite des aménagements. J'ai parlé de ces centres d'accueil, mais il y a aussi des projets d'aménagement avec ces grandes tapisseries, avec par exemple la chapelle Saint-Guillaume actuellement qui est en travaux et pour laquelle il y a l'installation d'un hôtel. Et la Fondation Notre-Dame continue à collecter, que ce soit pour ces projets d'aménagement dont je viens de parler, mais également pour la suite de la restauration, puisque, vous le savez, il y avait 140 millions restants au moment de la réouverture. Il reste 140 millions d'euros dans la tirelire pour l'instant. Tout à fait, aujourd'hui, et ils sont utilisés et dévolus à la consolidation du chevet, des arcs-boutants, et d'ailleurs, si vous allez à Notre-Dame, vous voyez aujourd'hui, il y a des échafaudages à ces endroits-là, mais il y a encore des besoins pour finir ces travaux, pour faire les extérieurs de la sacristie qui n'ont jamais été refaits depuis Viollet-le-Duc. Même chose pour le presbytère. Elle est vraiment en danger. Elle est vraiment en danger, cette sacristie, justement? Elle est en très mauvais état.
Oui, tout à fait. Et donc, il y a encore des besoins. Et nous, c'est pour ça que nous avons lancé une collecte que nous avons appelée Notre-Dame 2030 et pour laquelle nous espérons collecter 6 millions d'euros qui contribueront à part égale à la fois pour la restauration et pour les aménagements intérieurs. Et vous, Linda Lenné, qui connaissez le tourisme mieux que personne et qui connaissez aussi les touristes qui viennent, alors pas tous évidemment, sur le parvis de la cathédrale, dans 1 million de personnes, ça fait beaucoup. Est-ce que vous pensez que justement cet élan de générosité va se poursuivre 1 an après la réouverture des portes de Notre-Dame? Je vous demande une estimation très personnelle, bien sûr. C'est une très bonne question. Ouais, parce que... je pense que l'anniversaire va être célébré. Je pense qu'effectivement, encore une fois, il y aura une fenêtre médiatique pour Notre-Dame de Paris. Il y a également un beau coup de projecteur sur tous ceux qui ont participé à la restauration. Je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler des métiers qui sont parfois en perdition. Donc, il y aura sans doute, oui, un élan de générosité, mais c'est vrai que le principe même du financement des travaux est une question qui se pose pour beaucoup d'édifices religieux en France. D'ailleurs, pas simplement à Paris. C'est la question qu'on pose aussi. C'est la question effectivement qui aujourd'hui refait surface après les propos de Rachel Dati, qui avait évoqué la possibilité, en tout cas l'hypothèse, d'une entrée à 5 € pour une enveloppe de 75 millions d'euros qui ne serait pas fléchée vers Notre-Dame, mais fléchée plutôt vers le patrimoine religieux français. Donc vers les églises qui n'ont pas justement toute l'assise, ni la visibilité, ni l'affluence de Notre-Dame, et qui sont en fait aujourd'hui dans une situation financière très compliquée, alors même que l'État a de moins en moins les moyens d'entretenir son patrimoine. Je vais faire une comparaison qui est dans le domaine de la culture. Si on prend le château de Versailles, magnifique, il a un budget de fonctionnement très conséquent. Aujourd'hui, son modèle économique, puisqu'on peut l'appeler comme tel, a totalement changé. Et 64% des recettes sont en propre. Donc 64% des recettes viennent de la billetterie et de toutes les activités connexes. Donc on voit bien que, alors même que l'État a de moins en moins de moyens, eh bien, certains édifices prestigieux de notre patrimoine trouvent d'autres relais pour financer leurs travaux et leur entretien. Charles Jégu, c'est vrai que c'est sur le papier assez séduisant, et puis 5 € finalement, ce n'est pas une grande somme, mais le recteur de la cathédrale ne le veut pas. Ni le recteur, ni l'archevêque, ni, je crois, toute l'Église de France. C'est pas une tradition française, et il faudrait changer la loi de 1905, parce que elle précise que quiconque peut entrer gratuitement dans un lieu de culte et que l'entretien de l'édifice est à la charge de l'État. C'est un partage des tâches qui remonte à une loi qui est une sorte de cathédrale à l'intérieur de la République laïque. Et donc je pense que ce sera difficile de la modifier. Donc est-ce que ça vaut la peine de lancer ce débat? Au fond, je me demande. En revanche, c'est vrai qu'il faut être très intelligent pour trouver des solutions de financement. Moi, j'avais fait un autre papier sur la Fondation pour la sauvegarde de l'art français qui a reçu mandat du ministère de la Culture pour lever de l'argent afin de financer des rénovations de façades, des rénovations d'églises partout en France, parce que c'est vrai que le phénomène cathédrale de Paris a montré qu'il était peut-être possible d'en appeler à la générosité des Français sur d'autres églises, mais c'est beaucoup plus difficile d'intéresser les contributeurs, les donateurs à des églises moins connues. Et donc ils ont levé, ça a d'abord été la Fondation pour le patrimoine, elle a levé autour de 20 millions d'euros, disent-ils, et Emmanuel Macron avait annoncé qu'on enlèverait 200 millions. Donc 20 millions d'euros. Là, il faut lever pour terminer le chantier de la cathédrale, je crois, autour de 200 millions d'euros aussi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être utiliser le modèle de l'abbaye du Mont-Saint-Michel? Je vous donne en 2 mots le principe, c'est-à-dire que les visiteurs qui veulent assister à des messes ne payent pas l'entrée à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, mais celles et ceux qui veulent admirer l'architecture du Mont-Saint-Michel et qui viennent simplement pour une visite classique payent. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ce type de modèle pour peut-être aussi faire en sorte de payer l'entrée de la cathédrale de Paris?
Sylvie Breton, vous avez un avis là-dessus? Je peux vous répondre avec une question? Allez-y. Un fidèle qui rentre avec un appareil photo, il est fidèle ou visiteur? Et c'est tout le débat en fait. C'est tout le débat, oui, effectivement. Oui, En fait, effectivement, l'abbaye de Mont-Saint-Michel est un modèle à part. Et là, effectivement, ils réussissent à séparer, entre guillemets, ces deux populations avec un principe très simple. C'est-à-dire que les visiteurs qui veulent participer à une messe ont rendez-vous sur le parvis de la Croix de Jérusalem et on leur remet un autocollant participant messe. Et les autres, effectivement, sont acheminés vers l'entrée payante à 16 € si je me souviens bien, ou 13 €, enfin bon, peu importe. Et donc il y a ce distinguo qui est fait et qui permet justement de bien faire la part des choses. Après, il y a la loi de 1905 qui effectivement est un élément très particulier et qui fait que la France ne repose pas sur les mêmes principes que l'Espagne. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, la Sagrada Familia, par exemple, c'est 26 €. Hein. Voilà. C'est à partir de 26 €, effectivement, avec un système là aussi de jauge. Hein. Il y a 1500 personnes par heure. Mais là aussi, c'est un exemple particulier puisque, vous le savez, ce sont finalement les entrées qui ont payé la construction même de la Sagrada Familia pendant 140 ans. Oui. Mais c'est vrai que c'est le cas à la Sagrada Familia, c'est vrai également dans d'autres édifices religieux en Espagne, parce que l'Espagne n'a pas le même regard que la France sur le patrimoine religieux. À voir si... Oui, Ouais, dernier mot. Un point, parce qu'on en parle peu, mais depuis le mois de septembre, les deux tours peuvent être visitées. Elles ne sont pas propriété de l'évêché, mais du ministère de la Culture. Enfin, exploitées par le Centre des monuments nationaux. Exploitées par le Centre. Et alors, il y a seulement 1000 personnes par jour qui peuvent y monter. C'est payant. Et ça vaut le détour parce que on voit, quand on est en haut de la tour, on voit la cathédrale en magnificence à vol d'oiseau, quoi. Exactement, c'est un vrai succès, je le rappelle. C'est d'ailleurs notre couverture. Absolument, bah, tenez, je la remontrerai parce que quand même, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Une petite promotion, vous voyez, je ne sais pas si on voit, voilà, le Figaro Magazine, hein, donc qui consacre sa une effectivement au premier anniversaire de Notre-Dame de Paris. Merci à tous les trois d'avoir été autour de cette table. On poursuit avec cette plongée au cœur de l'Amérique profonde. Tuer sa mère pour toucher l'argent d'une assurance vie et échapper à des dealers. Voilà le plan machiavélique de Chris, le personnage central de la pièce Killer Joe. Cette œuvre glaçante écrite en 1991 par Tracy Letts explore les coins et les recoins les plus sombres de la violence, de la manipulation, mais également de la famille. Pour la toute première fois, Killer Joe débarque en France sur les planches avec un casting d'exception qui plonge le téléspectateur dans un huis clos intense où humour noir et tension dramatique se mêlent pour effrayer, vous allez voir, les âmes les plus sensibles. Bonjour Benoît Solès. Bonjour, Pauline Lefebvre. Ah non, c'est pas simple. Alors là, on passe d'un serial, enfin pas d'un serial killer, mais en tout cas de quelqu'un de très psychopathe, vous voyez, à la religion, c'est quand même autre chose. Alors Killer Joe, hein, donc je le rappelle, c'est bien le titre de la pièce de théâtre que l'on peut aller applaudir jusqu'au 4 janvier prochain au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Alors Benoît, vous interprétez le rôle d'un flic un peu psychopathe, hein, dont le prénom se trouve au cœur du titre, hein, il s'appelle tout simplement Joe. Pauline, vous vous glissez dans la peau de Charla, qui est une belle-mère totalement délurée. Alors avant qu'on parle... Délurée, c'est plutôt juste, non? Plutôt maléfique, je dirais délurée, c'est sympa. Bon, on va en parler justement, ce sera intéressant d'en débattre avec vous. Avant qu'on parle du fond, je voudrais déjà que l'on regarde cette affiche qui, moi, m'a beaucoup interpellé parce qu'on se rend compte qu'elle est quand même très girly. On a l'impression qu'on est au monde de Barbie alors qu'il s'agit d'une histoire... C'est un truc de fille, c'est ça? Excusez-moi, là, vous me mettez dans mes retranchements un peu sexy, je suis désolé. Mais en tout cas... Je me trouve pas très girly sur l'affiche. Non, mais vous en convenez, ça fait très Barbie quand même, cette affiche. Et en l'occurrence, il s'agit d'une histoire quand même assez violente. Comment expliquer justement cette différence de ton? Le choix de l'affiche, c'était pour être remarqué, d'où mon pull aujourd'hui. Ça marche ou pas, le rose? Mais c'est une pièce qui mêle énormément d'ambiances différentes. Ouais. Bien sûr qu'il y a un côté un peu trash qui rappelle l'ambiance des films de Tarantino, des frères Cohen. Il y a aussi ce côté un peu glamour, d'abord parce que les deux comédiennes sont très belles, et ensuite parce qu'il y a, ça convoque plein de choses différentes, de la séduction, une séduction peut-être un peu toxique
toxique, même sans doute très toxique. Mais voilà, d'ailleurs l'affiche le dit, c'est à la fois sexy et violent. Et on passe d'ailleurs un peu de l'effroi au rire. La pièce va nous titiller comme ça dans des choses assez profondes, un peu subversives. Et c'est assez rafraîchissant, je dois dire, au théâtre privé de voir une pièce qui ose une proposition assez radicalement différente de ce qu'on voit par ailleurs. Ah oui, complètement. Ouais. Et ça se passe dans les années 90 avec du brushing, avec de la couleur et avec de l'exagération à tout point de vue. Mais c'est vrai qu'on arrive vraiment à voyager, je trouve, avec cette pièce. À vraiment, je disais, une plongée dans l'Amérique profonde, c'est vraiment ça. Dans quelle catégorie vous rangeriez cette pièce, justement? Il y a un côté un peu western aussi, je trouve, un western un peu contemporain. Oui, l'autre jour, quelqu'un m'a parlé de Sam Peckinpah, et c'est vrai que j'avais pas eu cette idée. Voilà, c'est dans le réel, mais pas complètement. Il y a par moment, il y a même une scène qui est presque au ralenti, parce que c'est une grande bagarre, et on est au théâtre, donc on se met pas des vrais mandales, normalement. Mais, normalement, c'est-à-dire que ça arrive. Ah bah, ça reste entre nous. Et il y a ce côté très cinéma, et donc c'est du réel, mais juste un petit peu décalé. Ça permet de le rendre supportable aussi, parce qu'il y a des scènes de grande violence, et voilà, le petit décalage qui n'est pas grâce à un écran quand on voit un film, il est dans cette mise en scène un tout petit peu, je sais pas si on peut dire onirique, mais un peu décalé, quoi. Oui, d'ailleurs, vous faites bien de parler de violence, parce que c'est vrai que cette pièce, et c'est assez rare pour le souligner, elle est interdite au moins de 16 ans. Oui, il y a... déconseillé. Déconseillé. Il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité de certains, mais c'est jamais voyeuriste, c'est fait avec une certaine élégance, je crois. Et voilà, c'est vrai que le public oscille comme ça, un peu entre le rire et l'effroi. Et il y a sans doute quelque chose d'encore plus fort que dans ces films dont j'ai parlé, parce qu'au cinéma, il y a cette distance. Et là, voilà, on le prend un peu en pleine poire. Mais vraiment, je crois que c'est jubilatoire, en fait. Pour nous, c'est jubilatoire à jouer, parce qu'on s'amuse énormément. On s'entend d'ailleurs très, très bien. Et le public perçoit le message, la dénonciation, finalement, des violences, en particulier celles faites aux femmes, que cette pièce fait à sa façon, en choisissant de les montrer, plutôt que d'y apporter une espèce de constat moral, comme ça. On le montre comme un miroir que l'on tend. Et le public, finalement, pioche ce qu'il veut. Mais voilà, il oscille beaucoup entre des moments vraiment de rire, de comédie, et des moments où ils sont un peu plus sidérés. Eh bien, vous savez quoi, pour poser des images sur les mots que vous venez d'employer, je vous propose de regarder cette bande-annonce, et même si tu as moins de 16 ans, exceptionnellement, tu peux regarder. Tu vas apprendre des choses. T'as déjà entendu parler de Killer Joe Cooper? C'est un tueur. Et alors? Maman a une assurance vie de 50 000 $. Tant que Doty sait pas de quoi on parle, on lui rend vraiment service. Je vous ai entendu parler de tuer maman. Je pense que c'est une bonne idée. Si vous êtes impliqué dans ce crime, vous ne devez en aucun cas révéler mon identité. Si vous dérogez à cette règle, vous serez tué. Te demander ton nom. Nous n'avons pas discuté de la possibilité d'une caution. Je veux pas que vous approchiez de ma sœur. C'est absolument pas négociable. On peut pas lui faire confiance, il est juste zéro. Qu'est-ce que tu croyais que c'était? Le big deal? Vos yeux font mal. Qu'est-ce qu'on va faire là? Faut qu'on trouve quelque chose. On n'a qu'à le faire nous-mêmes. Toi tu as tué quelqu'un, tu sais même pas lire l'heure. Ah, on fait quoi alors, trou de balle? Voilà pour ces quelques images. Alors pour resituer le contexte, on va être vraiment dans le cœur de l'histoire. C'est une pièce de théâtre, donc je disais tout à l'heure en introduction, qui a été écrite par Tracy Letts en 1991, qui raconte l'histoire de Chris. C'est un Américain qui est menacé par des dealers, qui doit trouver plusieurs milliers de dollars pour clairement sauver sa peau. Comment va-t-il faire? Par un ami qui lui donne un assez mauvais conseil, mais ça on découvrira plus tard, l'encourage à faire appel à un tueur à gages pour en fait supprimer sa mère afin de toucher une assurance vie. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de quoi payer l'avance que le tueur réclame, donc ils vont choisir de façon très naturelle et concertée entre le père et le fils de donner en caution la jeune femme, c'est-à-dire le personnage de Doty, la sœur, et à partir de là, on s'en doute, ça va partir très 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 rapidement en cacahuète, parce que il y a une espèce de mécanique assez tragique et inéluctable qui va s'enclencher, et chaque personnage va montrer son meilleur et aussi beaucoup son pire côté. Et qu'est-ce que ça dit de l'Amérique qui est dépeinte dans cette pièce? Ça parle pas que de l'Amérique, je pense qu'effectivement ça permet d'avoir encore cette petite distance qui rend la pièce supportable aussi. Oui, c'est la précarité, la famille très très dysfonctionnelle, l'absence totale de culture,
l'absence totale de référents, enfin de valeurs références, de valeurs tout court. Et ça, oui, ça peut se passer un peu partout. C'est joyeux que ce soit dans l'Amérique des années 90 parce qu'il y a tout cet univers de diner, moi, j'adore mon costume de serveuse. Voilà, allez, il y a cette joie-là. On peut avoir grandi dans les années 80-90 et c'est un peu les références qu'on a aimées. Il y a cette forte empreinte cinématographique, esthétique que Pauline décrit, mais il y a aussi, au fond, dans cette histoire, quelque chose d'assez universel. On retrouve des thématiques qu'on retrouve dans la tragédie classique, c'est-à-dire le sacrifice d'une jeune femme, la collusion des aînés pour monter un plan assez foireux. Donc la pièce a quelque chose aussi d'assez profond qui touche à des choses assez connues de l'âme humaine dans, évidemment, sa part de lâcheté ou de violence. Donc il y a ce mix un peu de farce sociétale qui dénonce des choses profondes et importantes, et puis aussi des thèmes universels que le public va retrouver. Et j'encourage tous les gens qui, grâce au premier sujet, avaient envie d'aller visiter Notre-Dame à compléter leur soirée. Absolument. Pour voir un autre aspect de l'humaine. C'est ça. Ouais. Alors si on a la psychologie de votre personnage, il vaut mieux aller ensuite à Notre-Dame pour se faire pardonner. Alors ce qui me concerne, je ferais mieux de faire pièce d'abord et Notre-Dame le lendemain pour expier, mais ça peut se faire dans l'autre sens aussi, c'est intéressant. D'ailleurs, à ce propos, comment vous avez préparé votre personnage? Vous avez regardé ce film qui a été porté sur grand écran? Ah, vous avez tué. Ah oui, d'accord, c'était vraiment une formation. Alors, j'ai vu évidemment le film qui a été adapté de la pièce. Avec Matthew McConaughey. Avec Matthew McConaughey. Pas trop non plus, parce que c'est quand même un très grand acteur, donc il ne faut pas après avoir un peu peur de passer après. Mais en fait, on en a d'ailleurs beaucoup parlé avec Pauline, quand on a affaire à ces grands méchants, outre le fait que c'est très jubilatoire à jouer, on a toujours une réflexion de se dire, est-ce que je dois montrer à travers l'interprétation ce que je pense de mal de ce qu'il fait. Et on a décidé plutôt de les embrasser, si j'ose dire, c'est-à-dire de les défendre, même dans leur noirceur, et de laisser le public juger. D'autant que vous, ça fait 8 ans, je crois, que vous interprétez effectivement cette espèce de geek un peu gay, là, vous savez. Alan Turing. Oui, par exemple, exactement. Un vrai succès d'ailleurs aussi. Hein. J'imagine que les deux personnages sont un peu différents quand même. Ça a fait partie de mon grand désir de jouer ce rôle que m'a proposé une productrice très courageuse qui s'appelle Fanny Jourdan, parce que monter ça, vraiment, c'est assez subversif et assez détonnant. Et après avoir joué, comme vous l'avez dit, 8 ans, un génie martyr, c'était très amusant de jouer un flic tueur. Absolument, c'est ça, c'est un vrai succès d'ailleurs. 4 Molières, je crois, de mémoire, c'est ça pour Turing, ouais, c'est ça, c'est un vrai succès aussi. Comment vous décririez justement la belle-mère que vous incarnez, Charla? Je disais tout à l'heure qu'elle était délurée, vous préférez Maléfique. Elle est aussi délurée, mais je pense que le mot est un peu faible. Mais tu parlais des grands drames, mais il y a aussi un côté Walt Disney. Walt Disney, on peut le raccrocher au grand drame antique. C'est un Walt Disney qui a mal tourné, quoi. C'est un peu Blanche-Neige, quoi. Et clairement, je suis la belle-mère, je ne suis plus la Blanche-Neige. Et tu serais le chasseur, j'imagine, dans Blanche-Neige. Mais Noir Goudron plutôt que Blanche-Neige. Noir Goudron, c'est pas mal. Mais comment je l'ai abordée? J'ai eu du mal, parce qu'elle est assez vilaine, elle est très vulgaire, elle est très ce que j'essaie de ne pas être, quoi. Donc, elle vous fait un peu peur ou pas? Ah, plus maintenant, c'est ma meilleure amie. C'est vrai. Vraiment, on est comme ça. C'est pas rassurant. Hein. Non, voilà, j'ai embrassé ma part de noirceur. Non, mais c'est ce que tu parlais de jubilation, de jouer des rôles de méchants. C'est vraiment une pièce que moi je dirais punk. On peut ne pas avoir d'empathie pour aucun des personnages qu'on voit sur scène, ce qui est quand même pas simple, hein, quand on est dans le public, enfin, une salle de cinéma ou une salle de théâtre, on a besoin d'aimer, de s'identifier. Là, je pense qu'on peut voir cette pièce en se disant, mais mon Dieu, la cause humaine est perdue, et c'est peut-être ça qui rend la pièce géniale aussi, quoi. C'est le côté amoral. Spectaculaire et joyeusement je vais réussir à dire joyeusement subversive. Vous donnez des difficultés inutiles. De syllabes dans ces deux mots. Il y a un comédien quand même dont on n'a pas parlé, c'est Rod Parado aussi, qui signe son grand retour sur les planches. Comment vous le trouvez dans ce rôle de Chris? C'est lui qui interprète le personnage principal. Je peux pas le piffrer. C'est pas vrai. Ah ouais. Ça m'intéresse. On aime bien les trains qui arrivent pas à l'heure, nous. Rod est absolument extraordinaire dans ce rôle. Il y apporte un naturel, une vibration, quelque chose de très beau. Et il faut citer aussi la jeune comédienne qui joue le rôle central de Dottie, qui s'appelle Carla Muis, qui est absolument... Et donc la sœur de Chris. La jeune sœur de Chris. Qui est dans Blanche-Neige. Exactement. Et c'est son premier rôle au théâtre, et elle est vraiment éblouissante. Et il y a Olivier Citruc aussi, le père lâche, comme dans Blanche-Neige aussi. Exactement. Et puis Neil Chablaoui, qui joue de la guitare en live, et ça c'est quelque chose qui apporte une petite touche rock et glamour aussi d'ailleurs, que le public apprécie énormément. Avec cette mise en scène qu'on adore aussi, hein, ce bar circulaire qui est très très efficace, qui donne un côté très stressant aussi à la pièce. Ouais, c'est du théâtre avant
tout, mais ça convoque le cinéma, ça convoque la tragédie, ça convoque le punk, ça convoque le rock. Il y en a pour... on peut vraiment trouver son bonheur dans cette pièce. Et on l'a trouvé, nous, en tout cas. Merci à vous. Merci Bruno Solez. Merci Pauline Lefebvre. C'est plutôt bon signe. Alors, je rappelle que vous jouez dans cette pièce fabuleuse, un Killer Joe, que l'on peut aller applaudir au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 4 janvier prochain. Réservez vite vos places parce qu'il y a très peu de places disponibles encore, je dis vraiment. Donc, il faut vraiment y aller. Merci à tous les deux d'avoir été autour de cette table. Et on poursuit cette émission. On la termine, en tout cas, avec votre dernière rubrique. Par ici, les sorties. Allez, on va vous donner encore d'autres idées de spectacles en plus de Killer Joe dont on vient de parler sur ce plateau, et c'est grâce à Bernard Batkin qui a vu absolument toutes les pièces de théâtre depuis Shakespeare, je crois. Ah, Molière et Shakespeare, exactement. Oh, ne vous vieillissez pas quand même, hein. Vous n'avez que 150 ans, Bernard. Journaliste culture à Madame Figaro, je le rappelle. Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'un grand classique, évidemment, qu'on a tous aimé au cinéma et aussi sur les planches. C'est évidemment La Cage aux Folles. Ça commence aujourd'hui au Théâtre du Châtelet. Et vous l'avez déjà... Mais attendez, comment vous faites pour voir des pièces en avance comme ça? Ça commence aujourd'hui, vous l'avez déjà vu? Il y avait une représentation hier aussi, pour nous présenter le spectacle. Et puis vous êtes dans les petits papiers aussi, ça, c'est ce qui fait votre force. Alors on a vraiment hâte de découvrir cette déclinaison parce qu'il s'agit d'une comédie musicale cette fois-ci. Pourquoi ce spectacle est-il à ce point attendu? J'en ai entendu parler partout, moi, de La Cage aux Folles. C'est vrai que tout le monde a envie d'y aller. Hein. Il y a des gens sur le trottoir avec des panneaux, une place, cherchent des places. Parce que déjà, je crois qu'il y a beaucoup de locations qui s'est faite. Parce que la pièce, déjà au départ de Poiret, avec Poiret et Serrault, avait déjà a été jouée pendant des années, un succès monstre. Après, il y a eu les films, parce qu'il y a eu des suites. Et puis après, dans les années 80, Poiret a vendu les droits aux États-Unis et ça en est devenu une comédie musicale. L'avantage de la comédie musicale, c'est qu'on voit tout ce qu'on ne voit pas dans la pièce. Parce que ça se passe dans un cabaret, La Cage aux Folles, plutôt dans l'appartement de Zaza, de Zaza, Marie et Georges, et on voit pas tellement le spectacle, tandis que là, avec la comédie musicale, on voit tout ce qui se passe sur scène. Donc c'est une scène à la fois de cabaret, c'est une scène qui peut ressembler aussi au Lido, Folies Bergères, il y a des plumes, il y a des strass, il y a un grand escalier. Là, il y a un décor magnifique. Alors c'est la version américaine traduite par Olivier Py et mise en scène par Olivier Py. Ils ont repris le livret américain, c'est ça? Ils ont repris entièrement le livret américain, qui rajoute donc toutes ces scènes de spectacle. Mais la trame initiale est là. C'est quand même un couple. Lui, Georges, il a un fils. Le fils veut se marier. Et la famille de la jeune femme, c'est une famille hyper catho, mais hyper de droite, ultra droite. Des fachos, quoi. Vraiment des fachos. Et donc, comment les présenter? Comment se présenter? Donc, il y a tout. Puis, il y a la fameuse scène de la biscotte. Ah, mais j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on voit la scène de la biscotte? Elle est chantée, cette scène-là, d'ailleurs? Oui, elle est à moitié chantée, elle est jouée à moitié chantée. Elle est différente un peu, parce que elle est différente. Oui, elle est chantée et très dansée aussi, parce qu'il y a toute une troupe de militaires qui arrivent pour qu'ils soient virils un peu. Voilà, donc on dit les militaires, il faut qu'ils soient comme ça. C'est réussi ça. Et ce qui est très réussi, c'est toutes les parties dansées avec une nouvelle chorégraphie, pas la chorégraphie américaine, une chorégraphie qui a été adaptée. Et c'est magnifique. En plus, il y a un très grand décor qui est avec des changements à vue, si bien qu'on passe de la salle de spectacle, on voit les coulisses, on voit les transformations, on voit les maquillages, on voit l'appartement de Georges et de Zaza, on voit un café, donc tout ça fonctionne très bien, c'est jubilatoire. Et comment vous l'avez trouvé, Laurent Lafitte, dans le rôle de Zaza? Il chante d'ailleurs, Laurent Lafitte? Je l'ai trouvé grand. Ah oui, il est grand, Laurent Lafitte, je crois. Non, en taille comme dans le talent. Oui, mais non, grand talent, il chante très bien. Alors je crois qu'il a aussi beaucoup travaillé, et la danse aussi. Il avait fait une école de comédie musicale à un moment. Oui, il a fait le conservatoire. Oui, puis une école aussi spécialisée, je crois, à Londres de comédie musicale. Donc il danse très bien. Il porte très bien la jupe et les plumes, et puis il est très drôle et il chante très bien aussi parce que c'est très chanté. C'est une partition qui est quand même difficile à chanter. Donc il le fait très bien. Et puis il y a aussi, alors je ne vais pas dire un message, mais il y a aussi cette idée qu'il y a des chansons très belles, magnifiques. Il y en a une qui, au fond, dit il faut s'accepter tel qu'on est, et il faut surtout que les autres vous acceptent tel que vous êtes. C'est le message qui est... c'est un petit peu le message qui est donné.
Et puis il y a une autre chanson qu'on doit reprendre à la fin, et que tout le monde reprend en chœur, qui est « On ne vit qu'une fois ». Et ça, c'est un peu carpe diem, on ne vit qu'une fois, alors profitons de la vie telle qu'on est, telle qu'elle est. Ah, vous avez raison, c'est ce qui va guider notre week-end, ça je pense. Mais oui, absolument. Donc c'est un spectacle très très enchanteur. Ailleurs après, c'est aussi le titre de la pièce que vous voulez nous recommander. Ça, cette fois-ci, ça se passe au théâtre du Petit Montparnasse à Paris. Alors là, il s'agit d'une rencontre entre deux voisins que tout oppose, hein, clairement. Oui, ça, au théâtre, c'est assez efficace. Hein, quand il y a ces deux univers qui se croisent et puis qui ne se connaissent pas, ça fonctionne très bien au théâtre. Donc là, c'est un été de canicule, il n'y a personne dans la ville, il n'y a personne dans l'immeuble, il y a juste un papy qui est veuf, un peu philosophe, et puis une jeune femme qui vient d'être larguée. Donc ça fait deux solitudes qui se croisent. Lui, il a une voiture, elle a du temps, elle a envie d'aller en Bretagne, il décide d'aller en Bretagne. Ça pourrait s'appeler un peu La Pétillante et le Bougon, j'ai l'impression. Mais vous êtes formidable pour faire des titres. J'ai fait aussi Les Femmes de La Fontaine. Parce qu'elle est très pétillante, lui, il est plutôt un peu renfrogné. Oui, mais il est très marrant, parce qu'il est très acerbe, il est très aigu, donc il y a des répliques assassines, comme ça. Alors, est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Ils vont pas s'entendre, il y a des chamailleries. Ils partent en voyage quand même, la voiture tombe en panne, donc ils s'engueulent, et ils se rapapillotent. Elle voudrait quand même un peu revoir le fiancé. Lui, on a l'impression qu'il tombe un peu amoureux de cette jeune fille d'une façon très très platonique. Ça, c'est ce que vous pensez, mais... Oui, non, mais c'est ce qu'on voit. Non, mais parce que ça lui redonne la joie de vivre aussi, un certain goût de vivre. Et puis il y a une surprise. Ah, il y a une surprise. Moi, j'aime bien vous dire ça parce que... Il y a toujours des surprises avec vous, de toute façon. Non, mais au théâtre, c'est ça. C'est le théâtre, c'est le monde de la surprise. Mais comment vous qualifieriez l'évolution de cette relation? Parce qu'au début, on a l'impression qu'ils sont pas forcément très copains, et puis après, en fait, ils vont apprendre à s'apprivoiser dans cette... oui, regardez, c'est comme nous, on se connaît pas, puis après on se connaît, puis après on s'apprivoise. On est des diesels, on commence tout doucement, et puis après... C'est pareil. Voilà. Et parce qu'il se trouve des points communs, et puis franchement, quand on est seul, deux solitudes qui se télescopent, finalement, ça peut former un duo. Sauf que, je le répète, il y a une surprise. Il y a une surprise, deux qui se télescopent, et il y a une surprise. 9 mois plus tard. Eh bien enfin, on ne va pas terminer avec... Et c'est fait avec une mise en scène très sobre. Juste très peu d'accessoires, tout est à l'intérieur des chœurs. Tout est à l'intérieur des chœurs. Oh là là, mais vous avez l'art du teasing, franchement, Bernard, c'est incroyable. Allez, on termine avec la dernière recommandation que vous vouliez nous communiquer sur ce plateau, c'est Le Roi se meurt. Alors, ce titre vous dit très certainement quelque chose, bien évidemment, c'est un classique d'Eugène Ionesco, classique contemporain. 6 février 2026, c'est vraiment la date butoir, donc il faut aussi s'y presser. C'est au Théâtre des Gémeaux parisiens. Pour celles et ceux qui, peut-être, ont un petit peu séché les cours de littérature à l'école, n'est-ce pas? Ça raconte quoi, ce classique du XXe siècle? Alors c'est un classique qui a été un peu, c'est pas méchant de dire ça, mais un peu phagocyté par Michel Bouquet, qui l'a joué plus de 800 fois. 800 fois, 800 fois, c'est énorme. Il est quasiment mort sur scène avec Le Roi se meurt. Incroyable. Donc Le Roi se meurt. C'est une mise en abîme quelque part. Oui, c'est beau. Alors on peut oublier la pièce finalement. On pense que Le Roi se meurt, on pense à Michel Bouquet. Et là c'est bien parce que c'est une mise en scène nouvelle qui fait que là c'est un roi plus enfantin, plus... alors, c'est dans un pays imaginaire, une royauté imaginaire qui s'effrite, tous s'effritent, tous les ardent, le roi aussi, les deux reines, parce qu'il a deux reines, la reine de cœur et la reine principale, et puis la reine de cœur. Il y a le médecin, il y a la bonne, et puis il y a une sorte de militaire, enfin garde du corps militaire. Tout est réduit, tout est réduit à rien du tout, et le pays est au bord du gouffre. Alors là, c'est une royauté, mais on pourrait s'imaginer ce que la pièce, du coup, se révèle extrêmement contemporaine, parce que ça pourrait être un pays d'aujourd'hui, qui est au bord du gouffre, tous les ardent, et il y a ce roi. Tout le monde sait qu'il va mourir, il lui reste 45 minutes, 44 minutes, 43 minutes, 42 minutes, mais lui, il veut... Il s'accroche il s'accroche pas tellement à la vie, mais il s'accroche au pouvoir. Il veut jusqu'au bout du bout, gouverner, diriger, donner des ordres. Mais à qui? Et s'il y a deux soldats, il y a une femme de ménage, et bon, il lui reste ses deux reines, il y a un médecin qui sait pas quoi faire, mais... Ça résonne avec notre actualité contemporaine. Évidemment, c'est un peu caricatural de dire ça, mais ça résonne avec... Non, c'est même pas caricatural, parce que du coup, ça paraît terriblement vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont au bord du gouffre comme ça, et avec des dirigeants qui soient de tous les bords, qui s'accrochent au pouvoir pour des raisons certainement différentes, mais là, c'est par le goût du... C'est un peu comme un enfant qui jouerait, avec ses jouets, avec ses Lego, enfin avec les jouets qu'il a, et puis on lui dit, il faut aller dormir. Et il veut pas aller se coucher. Il veut pas aller se coucher, il veut continuer à jouer. Moi, devoir aller se coucher, vous savez, Bernard. Ah bon?
on va se coucher. Oui, c'est l'heure, c'est l'heure de la fin de cette émission. Désolé. Mais ça passe vite. Ça passe trop vite. Quand on est en charmante compagnie, bonne c'est nuit comme ça. alors. Écoutez, on va aller se raconter une petite histoire mutuelle et puis ensuite on va aller au dodo si vous voulez bien. Merci Bernard Batkin, journaliste culture à Madame Figaro. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Bienvenue en Ile-de-France. Cette fois-ci, vous retrouverez ma très chère collègue Victoire Sicora. Je vous souhaite un excellent week-end et à très vite sur le Figaro TV.